La Grasse matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Bonjour Monsieur Philippe Laurent. Bonjour. Vous êtes maire de Sceaux depuis 2001. Après un long engagement dans la vie municipale, vous avez été ingénieur de formation et spécialiste des finances publiques locales. Vous avez aussi des responsabilités nationales auprès de collectivités territoriales et vice-président au sein de l'AMF. À l'approche des élections municipales de 2026, votre expérience et votre long parcours à la tête de la ville de Sceaux suscitent des attentes, mais aussi quelques questions. Dans un premier temps, je vais vous donner la parole, mais très rapidement. Mais c'est Théo Pasco, donc mon collègue qui est juste à côté de moi, qui va s'intéresser à votre parcours depuis de longues années. Donc, comme mon collègue le rappelait, vous avez un engagement municipal donc, de longue date. Vous avez presque 25 ans en tant que maire. Déjà, où puisez-vous l'énergie et la motivation pour continuer à être maire, sachant que c'est un métier qui peut être très éreintant? Oui, vous savez, être maire, c'est une vocation. Hein. C'est pas un métier, c'est pas une mission non plus, c'est vraiment une vocation. Parce que tous les maires de France, hein, de la plus petite commune à la plus grande ville, ils aiment leur ville et ils aiment les habitants de leur ville. Et ils ont une espèce d'envie de toujours apporter davantage de services, davantage de qualité de vie, davantage de bonheur finalement à leurs habitants. Alors ils n'y arrivent pas toujours, mais en tout cas c'est la motivation principale. Et puis aussi il y a une forme de fierté aussi de voir ce qui a été réalisé. Et moi je suis élu donc depuis longtemps, vous l'avez dit, et on a à notre actif avec mon équipe municipale, avec mes équipes municipales successives, pas mal de réalisations, une ville qui a évolué tout en gardant son identité. Et c'est beaucoup de fierté de se dire, on a fait ça, on a réalisé ça, on a pu accueillir davantage d'enfants dans les crèches, on a pu rénover telle école, on a pu améliorer l'espace public. Donc c'est vraiment une forme de vocation et d'engagement total par amour en fait de la commune, de son territoire et de ses habitants. Et donc après tant d'années à la tête de Sceaux, est-ce que votre conception du rôle de maire a-t-elle évolué? Oui, ça a évolué. Il se trouve que professionnellement, j'ai aussi accompagné beaucoup de collectivités dans leur développement depuis déjà longtemps, une quarantaine d'années. Moi, je suis devenu maire effectivement il y a 25 ans. Et le contexte général a beaucoup évolué. D'abord, il y a une question de réduction, en tout cas de contraintes sur les moyens budgétaires et sur la capacité à se procurer les moyens. Ça veut dire c'est la perte d'autonomie, on dit ça, la perte d'autonomie fiscale des collectivités. Les impôts locaux en partie ont été supprimés, comme la taxe d'habitation. Ça enlève en réalité une forme d'autonomie aux équipes municipales pour mener à bien leurs projets. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la complexification incroyable des procédures, des processus, avec aussi dans certaines villes, dans certains sujets, une forme de judiciarisation des choses. C'est-à-dire que les gens portent plainte, font des contentieux, font des recours. Et ça fait perdre énormément de temps et d'énergie, puisque en réalité, des projets qui pourraient se réaliser en 3 ou 4 ans, parfois mettent 5 ou 6 ans. Ça finit par se faire quand même, on y arrive toujours, mais au prix de difficultés plus importantes. Et puis, il y a aussi la complexité des relations entre les différents acteurs. Avec l'État, bien sûr, mais aussi la région, l'intercommunalité, le département. L'intercommunalité, c'est quelque chose qui a beaucoup changé la vie des maires dans beaucoup de communes, puisque en réalité, beaucoup de maires sont membres de l'intercommunalité, ils sont partie prenante du conseil de l'intercommunalité, mais ils sont tout seuls. Il peut y avoir 100 communes dans l'intercommunalité. Donc si vous n'avez pas une personnalité forte, si vous n'avez pas une capacité d'exister, y compris d'ailleurs politique ou par votre réseau et vos relations, c'est très compliqué de vous faire entendre. Alors nous, évidemment, c'est un peu différent. Nous, l'intercommunalité, c'est 11 communes. Les maires s'entendent bien, ce ne sont que des villes. On a des services, donc on travaille ensemble de manière plutôt positive, donc il n'y a pas ce souci-là. Mais en milieu rural, c'est vraiment un vrai sujet. C'est cette généralisation de l'intercommunalité qui rajoute en fait souvent une couche au système et complexifie le système. Après, ça amène aussi des avantages.
puisque ça permet de mettre en commun des moyens et ça permet aussi à des petites communes de pouvoir réaliser des équipements, améliorer leur voirie, etc. Donc voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir ces 25 dernières années, c'est la complexification croissante des choses et le fait que, pour être maire, il faut y passer vraiment de plus en plus de temps. Vous voyez, le maire d'une ville de 20 000 habitants, c'est pratiquement du temps plein. Parce qu'il y a évidemment des services qui travaillent, bien sûr, mais il faut être présent dans énormément de réunions, prendre énormément de contacts pour obtenir les financements, pour faire passer les choses, pour, accélérer les procédures. Voilà. Et donc justement, pendant ces 25 années aussi, on a vu le numérique et les réseaux sociaux arriver. Oui. Est-ce que vous avez cherché à adapter votre action et votre communication autour de ces moyens-là ? Alors, bien sûr, oui, la communication de la ville, elle a évolué. Donc, on utilise à peu près tous les canaux de communication connus. On utilise les réseaux sociaux pour faire connaître à la fois des questions pratiques, puis aussi faire connaître les réalisations. On a un site internet qui a beaucoup évolué. Au début, c'était un site vitrine. Aujourd'hui, c'est un site de service. Voilà, les gens veulent savoir quelle est l'heure d'ouverture du cinéma, s'il y a tel livre à la bibliothèque, etc. Donc c'est un site très, très pratique. Après, ça c'est pour la ville et pour la communication institutionnelle de la ville. Après, en ce qui me concerne en tant qu'élu, moi j'utilise en effet les réseaux sociaux, mais uniquement pour délivrer des messages positifs et je ne réponds à rien. Je délivre des messages positifs et je ne réponds à rien. Et d'ailleurs, je ne lis pas... très peu en tout cas ce qui me concerne personnellement parce que d'abord il y a beaucoup de choses parfois et puis il y a beaucoup d'auteurs anonymes, je n'y vois pas d'intérêt et puis voilà, je gagne du temps. Je reviens juste sur votre réponse précédente. Vous m'avez dit que être maire c'est du temps plein, mais donc être maire d'une ville d'une certaine taille. Oui. Ouais. Parce que je vous rappelle vos fonctions, vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Paris et conseiller régional. Et donc, comment vous faites pour articuler ces trois casquettes au quotidien ? Et est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas avoir le temps pour Sceaux, par exemple ? Ça fait partie du job, en fait. Être vice-président de la métropole du Grand Paris ou être vice-président de Vallée Sud du Grand Paris, ça fait partie du job de maire. Conseil régional, c'est un peu différent, mais d'une certaine manière, ça fait aussi partie du job de maire. Et à la région, je n'ai pas de poste exécutif. Je ne suis pas vice-président ou président. Donc conseiller régional, ça prend du temps. Il y a des rencontres, il y a des réunions. Moi, je préside une commission, donc évidemment, il y a des choses à faire. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en position d'exécutif, c'est-à-dire à la fois de décider, de travailler avec les services et d'être dans une position de négociation, de discussion permanente avec les partenaires. Et est-ce que justement cette pluralité d'engagement, elle peut être une force pour défendre les intérêts de Sceaux, selon vous ? Naturellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'avoir un réseau, d'avoir donc une multitude de contacts, d'aller chercher des partenariats. Et évidemment, quand vous êtes dans des positions sur l'intercommunalité, la région ou le département d'ailleurs, ça facilite les choses, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des maires, ils ont cette forme de cumul, en tout cas dans les Hauts-de-Seine. Je rappelle, dans les Hauts-de-Seine, il n'y a que 36 communes, on est 36 maires seulement. Dans certains départements, on peut être 700 communes. Non, dans les Hauts-de-Seine, c'est 36 maires. Donc, à peu près tous les maires des communes sont soit conseillers régional, soit conseillers départemental. Voilà. Et ils sont tous vice-présidents d'une intercommunalité, que ce soit le territoire ou la métropole. Donc, ça fait partie du job, quoi, d'une certaine manière. Et donc je reviens un peu sur vos 25 ans de mandat. Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement fier parmi ces 25 années ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, ce dont je suis fier, c'est d'abord, c'est pas forcément un projet. C'est l'état d'esprit que nous avons su créer à Sceaux, qui est en fait un état d'esprit fait d'une grande bienveillance et d'un souci, d'une défense du service public local, que ce soit en matière d'éducation, en matière de culture, en matière d'action sportive, en matière d'aménagement d'espace public. Donc c'est cet engagement
pour le service public, un service public accessible à tous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment majeur pour mon équipe et pour moi, et aussi pour l'administration, parce que ça fait partie du discours de l'administration, c'est le projet de l'administration. Et puis, à côté de ça, c'est l'investissement que nous avons fait et que nous continuons à faire pour la culture au sens large, c'est-à-dire à la fois la diffusion culturelle, l'éducation artistique et culturelle dans les écoles, le soutien aussi aux artistes. Il y a à Sceaux une quarantaine d'artistes plasticiens professionnels qui vivent et qui créent à Sceaux, donc on les soutient. On a un théâtre qui est une scène nationale, qui vient aussi en soutien à la création théâtrale et à la création chorégraphique aussi. Donc tous ces équipements, le théâtre tel qu'il est aujourd'hui, j'étais adjoint à la culture avant, donc j'étais un peu le maître d'ouvrage, si vous voulez, de cette reconstruction. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles je suis très très attaché. C'est pareil pour le cinéma. Nous avons, à la fin des années 90, on a repris un cinéma qui était un cinéma privé qui donc allait fermer parce qu'il ne fonctionnait plus, faute de spectateurs. On l'a repris, on l'a municipalisé. Et aujourd'hui, c'est un des tout premiers mono-écrans de France. Donc ça, c'est des grandes fiertés. Mais si on l'a fait, c'est aussi parce que les habitants, les commerçants, enfin la vie locale a soutenu ça. Et c'est ça, faire que la population puisse se mobiliser dans ce type d'aventure, c'est vraiment... je trouve que c'est le plus beau, quoi. Vous voyez, c'est pas forcément un bâtiment, c'est cet état d'esprit qui est, je crois, propre à Sceaux. Voilà, J'aimerais revenir avec vous sur la partie budget que vous avez un tout petit peu évoqué au début. Est-ce que la baisse des subventions de l'État, ça impacte sur votre rôle de maire ? Au quotidien, notamment, vous avez parlé de l'art, des associations aussi. Est-ce que ça peut impacter aussi ce côté-là ? Après, la question, ça impacte globalement les recettes de la ville, globalement. Après, il y a une question de choix. Il y en a qui vont, peut-être des élus qui vont choisir, par exemple, pas moi, de baisser les impôts, et puis d'autres qui vont choisir de les augmenter un peu, mais d'investir, par exemple, sur la culture ou davantage sur l'éducation. C'est une question de choix. Et donc, c'est des choix que nous avons faits. On a été amené à augmenter le taux, notamment de la taxe foncière, ces dernières années. Pas récemment, mais voilà, oui, on l'a fait. On l'a fait en toute connaissance de cause. On l'a fait en expliquant pourquoi on le faisait, et parce que c'est un choix politique, tout simplement. Mais à un moment donné, c'est clair qu'on arrive à un niveau qui commence à être élevé, ici comme ailleurs d'ailleurs. Et donc, par conséquent, la réduction des dotations de l'État, des subventions, etc., a été un facteur extrêmement fort. Alors, à Sceaux, c'est d'autant plus fort que cette réduction, elle dépend finalement du niveau de revenu moyen des habitants. Alors, à Sceaux, nous avons une population qui a un niveau de revenu moyen qui est élevé, 2 fois à peu près le niveau moyen national. Malgré tout, on a quand même 27% de logements sociaux. Donc c'est pas une ville, c'est pas une espèce de ghetto de riches. C'est une ville qui est beaucoup plus équilibrée qu'on le croit souvent. Mais quand même, le revenu moyen est donc très élevé. Et donc à partir de là, les prélèvements qu'a fait l'État sur notre budget sont plus importants qu'ailleurs, parce qu'il l'a calculé comme ça. C'est d'ailleurs un calcul qui n'est pas juste, parce qu'après tout, la voirie coûte aussi cher que la ville soit habitée par des gens aisés ou par des gens moins aisés. C'est pareil. Donc, c'est quand même une baisse importante depuis 2014. Oui. Quoi. Alors absolument. Alors pour vous donner une image qui je trouve est très révélatrice, en 2014, donc l'État participait à une certaine hauteur donc au financement de la ville. On va dire à hauteur à peu près de 5 millions, entre 4,5 et 5 millions. Aujourd'hui, on est quasiment à 0. D'accord ? Si vous faites le cumul des pertes qu'on a subies comme ça, additionnées, on arrive à un montant qui est supérieur à l'endettement actuel de la ville. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que si l'État avait maintenu son aide au même niveau, on n'aurait pas de dette. Là, aujourd'hui, on a de la dette. C'est normal qu'on ait de la dette. Et puis, je vous rappelle, la dette des collectivités, c'est uniquement pour l'investissement. Donc, c'est une dette qui est relativement saine. C'est pour bâtir, c'est pour aménager l'espace public, etc. Mais ça veut dire qu'il y a eu un transfert, finalement, de la dette de l'État vers les collectivités locales.
Et malgré ça, ça n'a pas suffi parce que la dette de l'État a quand même continué à augmenter fortement. Donc voilà. Donc oui, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et c'est des conséquences qui ne sont pas positives parce que si ça se poursuit, parce que ça se poursuit chaque année, cette année un peu moins, là, avec le budget 2026 qui vient d'être adopté. Enfin, l'année dernière, c'était très fort. On a perdu 1 million d'euros d'un seul coup l'année dernière, en 2025. Et si ça se poursuit, c'est l'investissement des collectivités, notamment des communes, qui va être mis en question. Or, cet investissement, il est très important pour l'économie et pour les entreprises locales. Hein. Donc, voilà. Et puis, il est important aussi pour l'attractivité du pays. Hein. On voit bien, vous connaissez l'état du réseau routier, l'état des ponts. Hein, on en parle souvent. Les ponts, dont les 2/3 devraient faire l'objet de travaux et qui ne le font pas. Donc tout ça, c'est des infrastructures qui se dégradent. Est-ce que vous comprenez du coup le message de votre opposition, mais aussi peut-être parfois de vos citoyens qui disent que vous mettez des projets en route qui sont peut-être un peu inutiles, mais en parallèle, c'est ce qu'on a parlé là actuellement, il y a ces difficultés des subventions. Vous arrivez à faire comprendre les deux messages ou pas du tout? Ben oui, parce que on a réussi à un peu compenser la diminution des aides de l'État par une mobilisation très forte de nos partenaires. La plupart de nos investissements, on parvient à obtenir à peu près 50% de subventions, ce qui est énorme. Il y a 20 ans, on était à 20%. Mais ça risque de ne pas continuer, parce que nos partenaires aussi, ils se trouvent un peu aussi en tension budgétaire. Voilà. Mais ce que je veux dire par rapport aux investissements, c'est qu'il n'y a pas d'investissement inutile. Vous voyez, je vous donne un exemple. Un de mes prédécesseurs, à Sceaux, il n'y a eu que 4 maires depuis la guerre. Hein, donc, voilà. Donc mon prédécesseur, qui était maire de 59 à 83, a décidé en 1976 de rendre piétonne la rue principale, qui était une rue étroite, qui est maintenant qui est la rue Houdan, la rue piétonne de Sceaux, qui est assez connue, notamment en région Île-de-France, pour la qualité de ses commerces notamment. Et il a décidé ça. Il y a eu un investissement important qui a consisté à refaire toute la rue, à la rendre piétonne, enfin, etc. etc. Il y a eu à cette époque-là des manifestations de commerçants, surtout de commerçants, un peu d'habitants qui ont trouvé ça absolument inutile, c'est ridicule, mais aujourd'hui, tout le monde dit, si on n'avait pas fait ça, le centre-ville de Sceaux peut-être n'existerait plus. Donc parfois, il y a des décisions qui sont parfois courageuses, mais qu'il faut prendre parce qu'elles auront un effet sur le long terme. Après, les autres investissements, c'est quoi ? On a aidé le logement social. On a construit, là récemment, je parle que des choses récentes, on a construit et ouvert récemment un espace sport et santé, qui est une maison sport-santé. Qui, en quelques mois, a eu pratiquement 800 adhérents. Ça, ce qui est, pour une ville de 20 000 habitants, quand même énorme. On a reconstruit, il y a une quinzaine d'années, notre cinéma. On a rénové notre halle des marchés. Mais tout ça, c'est d'investissement utile. On est en train de construire une crèche qui va remplacer une crèche vétuste. C'est d'investissement utile. C'est utile aux gens. Et ça va durer. Ce sont des investissements qui vont durer 40, 50, 60 ans. Voilà, alors après c'est des choix, c'est encore une fois des choix. On peut très bien dire on n'investit rien, très bien, ça va bien se passer pendant quelques années. Puis au bout de quelques années, on se dira bah oui, la crèche elle tombe en lambeaux, les voiries sont pas entretenues, voilà, donc c'est des choix. Et donc nous assumons d'avoir une politique d'investissement important en nous en donnant les moyens, en allant notamment mobiliser nos partenaires. Et donc maintenant on va aller un peu sur l'environnement justement. Et toute cette question budgétaire. Donc, vous avez dû le voir, en 25 ans, la transition écologique est donc devenue un défi majeur. Quelle est votre stratégie pour adapter Sceaux aux impacts du changement climatique et en faire une ville, on va dire, plus résiliente ? Oui. Alors, vous savez, en effet, en matière de transition et en matière d'adaptation au réchauffement climatique, je ne vais pas dire que tout, mais beaucoup se passe au niveau des communes. Ça va de soi. Parce qu'il faut à la fois... que les communes mènent une politique déterminée dans ce domaine-là. Alors, ça passe par la rénovation énergétique des bâtiments. Notre société d'économie mixte qui gère nos logements sociaux,
on en est à 58% des logements qui ont été rénovés énergétiquement, ce qui est quand même énorme. Hein. Aujourd'hui, on en est à 58% parce que la ville a accompagné aussi la SEM. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Il a fallu amener des moyens à la SEM. Donc, rénovation énergétique des bâtiments, c'est pareil pour les bâtiments publics. Hein. Alors, on ne le fait pas forcément systématiquement. C'est quand on est amené à rénover un bâtiment, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de la halle qui est l'espace sport santé, c'était déjà un bâtiment qui existait, mais qui était vraiment une passoire thermique, évidemment. En le transformant en espace sport santé, on l'a rénové totalement. On a donc entrepris une politique très active de végétalisation des espaces. À peu près 1 hectare a été végétalisé pendant le mandat précédent. Alors 1 hectare, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais par rapport à la ville, oui. Parce que cette ville, il y a très peu d'espaces libres en réalité. Les espaces sont occupés pas forcément par du béton, mais ils sont occupés par des jardins et qui sont souvent des jardins privés. Donc là, il n'y a rien à faire, sauf à aider les propriétaires à bien entretenir leurs arbres, etc., ce qu'on fait avec une charte de l'arbre. Voilà. Bon, donc on a cette action de végétalisation le long des rues. Là, on vient j'étais avant de vous retrouver en visite d'un chantier qui se termine, qui est la végétalisation d'un ancien parking. Il y avait 60 places, il en reste 20. Tout le reste a été végétalisé. Ça dessert d'ailleurs un groupe scolaire, donc ça sera beaucoup plus agréable. On plante 40 arbres à cet endroit. Voilà, donc c'est un projet qui vraiment va réduire fortement cet îlot de chaleur qui avait été identifié. Parce qu'on a un diagnostic sur à peu près tout. Hein. On sait à peu près où sont les choses. Hein. Et puis par ailleurs, la ville, elle doit aussi mobiliser l'ensemble de la population. Il n'y a que les communes qui peuvent faire ça. Bien sûr, on peut avoir des messages à caractère général au niveau national, c'est utile. Mais après, pour que les gens s'impliquent concrètement, c'est aux communes de le faire. Donc nous avons un programme d'accompagnement des propriétaires, notamment de maisons qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique. Et on a tout un programme d'accompagnement pour les aider à faire appel aux aides. Parce que vous savez, c'est MaPrimeRénov', ça va, ça vient. Hein. Donc il faut vraiment les aider avec ça. Voilà, donc c'est pareil pour les copropriétés. Nous venons de créer avec la ville de Fontenay-aux-Roses et de Bourg-la-Reine, donc 2 villes voisines, donc une société publique locale, c'est-à-dire une société dont nous sommes actionnaires. Hein. Voilà, pour réaliser donc un réseau de géothermie profonde. Le puits sera à Fontenay-aux-Roses et il va desservir l'équivalent de 15 000 logements sur nos 3 communes. Donc ça, le puits va commencer à être foré au printemps et les premiers branchements auront lieu en 2027. Enfin, vous savez, alors ça veut dire beaucoup de travaux là aussi, c'est pareil. Hein, il faut ouvrir les rues, mettre les tuyaux. c'est un peu perturbant, mais c'est nécessaire. Et évidemment, vous savez bien, la géothermie est une source d'énergie extrêmement intéressante parce que c'est un prix stable qui n'est pas soumis aux aléas des marchés sur le gaz ou sur le pétrole et qui est une énergie propre. Voilà, donc voilà, ça, ce sont toutes les initiatives que peut prendre une ville de 20 000 habitants dans ce domaine. C'est à la fois beaucoup de petites choses et puis parfois des gros projets comme la géothermie. Vous en discutez au sein de l'AMF justement de ces sujets-là avec d'autres maires qui ont des villes de la même taille que la vôtre ? Oui, bien sûr. Il y a un vrai élan qui est en route justement sur ça ? Tout à fait. Non, mais l'AMF, avec les autres associations d'élus aussi, mais est très active sur ce sujet. Elle est très active sur le sujet de la transition. Il y a une commission qui fonctionne très bien et qui, d'ailleurs, est présente. Hein, les élus qui suivent ces questions-là à l'AMF. Moi, je suis davantage les questions de finances locales et de fonction publique. Mais mes collègues qui suivent les questions de transition, ils sont très, très, très mobilisés. Ils s'expriment d'ailleurs souvent, en mettant en avant parfois les incohérences qu'il peut y avoir au niveau des politiques nationales. Hein, parce que, voyez-vous, on peut toujours se réjouir de la baisse du prix du gaz, etc. Mais ça veut dire que finalement, les gens ne sont pas incités après à faire les travaux qui seraient pourtant importants à faire pour le long terme. Hein, parce que, voilà, inciter, ça c'est un vrai sujet de notre pays. Hein, c'est que plus personne ne regarde le long terme. Hein. On voit ce qui va se passer demain, on fait du court-termisme. Les seuls qui parlent encore du long terme dans ce pays, c'est les maires. Hein.
Parce que nous avons... d'abord, on a quand même un peu de temps, vous voyez. Beaucoup de maires font plus d'un mandat, donc ils sont élus au moins pendant 12 ans, voire davantage. Et donc, ils ont une vision des choses, et puis ils se projettent aussi, ils projettent leur ville aussi dans l'avenir. C'est ce qu'on fait aussi en matière d'urbanisme, avec les plans locaux d'urbanisme. C'est une réflexion qui est approfondie. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, c'est rare. Hein. Ça peut arriver, mais c'est rare. Hein. Donc, monsieur Philippe Laurent, maire de Sceaux, je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, vous m'avez parlé de géothermie, de passoires thermiques, de végétalisation. Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup la question de la mobilité douce qui revient. Ouais. Comment on fait pour développer des alternatives à la voiture individuelle ? Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites à Sceaux en matière de mobilité douce, tout simplement ? Alors, à Sceaux, nous avons été une des toutes premières villes. On était dans les 5 premières à généraliser. Mais il y a 30 ans. Hein. J'étais pas maire encore. Hein. J'étais adjoint, mais j'étais pas maire. À généraliser donc la circulation limitée à 30 km/h sur toute la ville. Toute la ville. Alors, je ne dis pas que tout le monde respecte. Mais vous savez, quand vous avez une limitation à 50, les gens roulent à 60. Quand vous avez une limitation à 30, ils roulent à 40 ou 45. Donc, on a fait baisser la vitesse dans l'ensemble des rues de la ville. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps quelqu'un qui fait 80 km/h sur un boulevard ou autre, bien sûr. Mais globalement, il y a une baisse de la vitesse et ça, c'était très important. Ensuite, on a aménagé, notamment dans tous les quartiers pavillonnaires, des circulations qui ralentissent fortement la circulation. On est en train de transformer aussi un certain nombre de places de stationnement en espaces plantés, notamment aux abords des carrefours. C'est-à-dire à la fin du mandat prochain, si je suis réélu maire, tous les carrefours seront plantés. Tous les carrefours. Voilà. C'est-à-dire que les places de stationnement seront transformées. Parce que d'abord c'est un élément de sécurité routière, puis c'est un élément aussi évidemment de végétalisation, de rafraîchissement, etc. Et puis on a mené une politique vélo très ancienne, en étant aussi une des premières villes, on a d'ailleurs eu des prix pour ça, à avoir généralisé le contresens cyclable, le tourne à droite aussi, au feu rouge, hein, voilà, dès que ça a été permis par les textes, ça a été fait. On l'a fait. On a été parmi les tout premiers à le faire. Et puis, on a quelques aménagements de pistes cyclables, mais moi, ce n'est pas forcément ma priorité totale. D'abord parce que parfois, on ne peut pas physiquement, parce qu'il y a des arbres qui sont plantés, c'est pas assez large. Enfin, voilà. Donc, c'est pas toujours évident, hein, parce que les rues sont quand même étroites. Hein, c'est une ville... Voilà, c'est pas une ville avec des grands boulevards à Sceaux. Hein. Voilà, donc, mais par contre, il y a des endroits où on peut le faire. D'ailleurs, là, ça a été fait sur en supprimant des places de parking, ça a fait quand même hurler aussi. Hein. Donc, il faut le faire un peu. Enfin, il faut le faire de manière continue, mais pas d'un seul coup, parce que sinon. Hein. Et par contre, on a beaucoup développé depuis longtemps l'éducation au vélo pour les enfants. Et même d'ailleurs pour des adultes qui ne savent pas faire de vélo, parce qu'il y a des adultes. Hein. Donc on a une vélo-école, et au sein des écoles, on a le développement de savoir rouler à vélo, qui est maintenant un programme beaucoup plus connu, parce qu'il a été repris à son compte par l'éducation nationale, ce qui est une bonne chose, mais nous on l'a fait on l'avait fait 10 ans avant, dans les écoles, avec évidemment la collaboration des enseignants et de la police municipale, qui va donc apprendre aux enfants et qui va encadrer aussi des sorties d'enfants dans la rue. Pour leur apprendre d'une certaine manière, pour les acclimater d'une certaine manière aussi au danger, hein, et pour les rendre conscients, de sorte que entre guillemets, ils osent ensuite sortir à vélo. Bon, pas les tout petits bien sûr, mais voilà. Donc ça c'est vraiment extrêmement important, tout passe par l'éducation. Et puis enfin, dernier point, alors ça c'est pas forcément lié à la mobilité, mais nous sommes une ville qui dans un an, on va dire, aura généralisé partout, sur tout son territoire, le stationnement payant. Partout. C'est très intéressant parce que, non pas que ça rapporte, mais c'est très intéressant parce que le stationnement n'est pas cher, mais il est payant, et avec abonnement pour les résidents. Donc ça évite les voitures ventouses, ça a permis aux gens de trouver des places. Alors ils payent un peu, mais ils trouvent la place.
y compris dans le centre-ville. Voilà. Ce sera week-end et jour férié aussi, compris? Dimanche jusqu'à 13h, et samedi bien sûr, dimanche jusqu'à 13h, jour férié jusqu'à 13h, et aussi au mois d'août dans le centre-ville, pas dans les quartiers pavillonnaires. Donc voilà, enfin, c'est une politique assez... Alors au début, c'est compliqué à faire passer. Hein. Enfin, voilà, au début, ouais, bon. Voilà. Puis finalement, les gens s'y font. Enfin, ils s'y font, puis ils trouvent que c'est plutôt bien. Bon, l'abonnement, pour stationner en dehors du centre-ville, c'est 89 € par an. Voilà. Donc c'est pas non plus excessif. Et donc voilà, donc on a une politique assez déterminée, non pas anti-voiture, c'est pas vrai, parce que les voitures, elles peuvent passer. Ouais, là, elles passent, là, voilà, elles peuvent passer. Mais elles ne sont pas totalement chez elles. Donc c'est pour ça qu'on a aménagé, je vous disais, des zones 20, des zones de rencontre devant les écoles. On a également, on en a fait deux, pour 2 groupes scolaires. On a les rues aux écoles, là, c'est-à-dire des rues qui sont fermées à la circulation au moment des entrées et des sorties d'école, c'est-à-dire à 8h et à 16h. Donc là aussi, c'est pareil, hein, il a fallu... au début, ça a été difficile à faire passer. Et puis bon, pour finir, c'est comme ça, et puis les gens s'y font, hein, voilà. Donc c'était politique, il faut avoir la constance. Alors, élu depuis 25 ans, évidemment, ça facilite. Avant de revenir sur la participation citoyenne, on a bien vu que vous avez lancé beaucoup de projets qui ont après été repris peut-être dans d'autres communes. Est-ce que vous pensez que la place du maire, elle devrait avoir encore une place plus importante, plus de force en tout cas, dans les années à venir? Écoutez, dans tous les pays du monde, hein, pas uniquement en France, hein, le rôle du maire est toujours important. Parce qu'il y a toujours l'équivalent du maire dans pratiquement tous les pays. Alors il n'est pas élu de la même manière, il n'a pas le même statut, ça ne fonctionne pas de la même manière partout. Mais partout, le rôle du maire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe, qui a une, comment dirais-je, une palette de possibilités, hein, de capacités d'intervention, ou en tout cas de faire savoir sur un territoire limité, qui est le territoire de la commune, qu'elle soit petite ou grande. Bon, ce rôle-là, il est plébiscité par la population. Les gens ont besoin du maire, parce que c'est le seul élu qu'ils connaissent, qu'ils voient dans la rue, chez les commerçants, qu'ils peuvent rencontrer, et ils savent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Mais au moins, eux, ils les voient. Et vous voyez, il y a un programme qui s'appelle le France Service, qui a été lancé par l'État, mais qui est organisé par les mairies. Les agents de France Service, c'est des agents communaux. Et donc l'État lui-même se dit, pour finir, j'y arrive plus, il faut que les maires organisent le contact avec mes propres services, parce que France Service, c'est pour des services qui sont des services nationaux, ou sociaux, c'est la CAF, les retraites, c'est des choses que le maire ne gère pas. Donc on reconnaît par là même le rôle vraiment important des maires. D'ailleurs, dans les discours, les ministres, les premiers ministres, voire même le président de la République, il le dit. Après, il n'en tient pas compte quand on fait le budget. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il le dit. Donc je crois qu'en effet, et ces élections municipales, j'espère, le montreront, donc les gens sont attachés à la figure du maire. Ils peuvent être furieux, ils peuvent être pas contents parce qu'ils ont eu un PV, parce qu'on lui a refusé un permis de construire, etc. Mais globalement, le maire, c'est une figure qui est irremplaçable. Et ce que nous disons, et la MF le dit, c'est que tout gouvernement, toute institution nationale aurait intérêt et a intérêt à tenir compte davantage de la vie des maires. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Et quel pouvoir il vous manque du coup là, par exemple, concrètement, que vous n'avez pas actuellement? Vous voulez faire une action et vous dites là je peux pas, je suis bloqué. Oui, il y a énormément de choses. Par exemple, concret. Oui, du concret. Il y a énormément de choses. Par exemple, en matière, on parle beaucoup de revitalisation des centres-villes. Ça, c'est un sujet qui est parce que beaucoup de centres-villes, c'est pas le cas à Sceaux, heureusement, mais beaucoup de centres-villes sont un peu déserts, les commerçants. Voilà. Et donc, c'est dû à quoi? C'est dû à plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles le maire peut agir. Bon, par exemple, l'aménagement de l'espace public, la circulation, etc.
Mais le niveau des loyers, on ne peut pas agir. La vacance commerciale, on ne peut quasiment pas agir. Le choix des commerces, on ne peut pas agir. Et d'ailleurs, ce sont des demandes qu'on a formulées, mais pas aujourd'hui. Des demandes Et en fait, ça ne vient pas. Parce qu'on dit, ah non, mais ça, on ne va pas le demander, on va pas dire au maire qu'il peut le faire. Voilà. La question du logement. La question du logement, on a beaucoup de choses à dire. On connaît notre population. On sait quelles sont les capacités que nous pourrions avoir à construire, etc. Mais malheureusement, construire aujourd'hui des nouveaux logements, avec la suppression de la taxe d'habitation, ça enlève de la ressource. Enfin, ça ne permet pas d'avoir les nouvelles ressources pour pouvoir accueillir cette population dans des équipements publics. Aujourd'hui, quand des logements sociaux se construisent sur une commune, la commune ne perçoit aucune taxe, puisque la taxe foncière est exonérée, il n'y a plus de taxe d'habitation. Alors derrière, comment voulez-vous que le maire soit encouragé à construire? Et même les habitants de la commune, ils disent, monsieur le maire, il ne faut pas permettre ça, parce que vous allez amener des gens, puis comme ils ne vont rien payer, c'est nous qui allons... Donc voilà, c'est nous, les propriétaires actuels, qui allons payer. Enfin voilà, je caricature naturellement, mais il y a ça. Donc on a énormément de sujets sur lesquels nous devrions avoir plus de marge de manœuvre, encadré par la loi, bien sûr, ça... mais en tout cas plus de marge de manœuvre. Et tout ça a été répertorié, hein. Il y a des rapports en pagaille, hein. Tout a été répertorié. Il y a encore un rapport encore récent qui vient de sortir sur l'aménagement du territoire, il y a le rapport... Enfin, des rapports, il y en a plein. sur ce qui pourrait être accordé au maire, donc pour avoir plus de capacité d'intervenir. C'est la capacité d'agir, en fait, hein, ce que nous appelons la capacité d'agir. Il faut nous faire confiance. C'est ce qui est difficile. Et ce n'est pas tellement, d'ailleurs, les politiques nationaux, les ministres qui font pas grand. C'est une partie seulement de l'administration centrale, qui est persuadée qu'elle est la seule à détenir la clé de l'intérêt général. Alors que nous disons, ben non, il y a beaucoup de gens qui ont le sens de l'intérêt général en France. Il n'y a pas que quelques centaines de très hauts fonctionnaires dans différents ministères, dont naturellement Bercy. Donc je veux juste avoir une dernière question, la question qu'on pose à tous nos invités. Donc quel est votre sceau rêvé, dont vous rêvez? C'est celui qui existe aujourd'hui. C'est bien. Non, c'est une ville, Sceaux, et c'est une ville qui a une histoire. C'est pas un petit village qui est monté comme ça en graines, hein. C'est une ville qui a une vraie histoire, hein, qui a été sous-préfecture du département de la Seine au XIXe siècle, qui abrite un des plus grands lycées d'Île-de-France, qui est le lycée Lacanal, et un autre lycée aussi qui est Marie Curie, qui est tout aussi bon d'ailleurs. C'est une ville qui a vraiment une âme, dans laquelle, comme je vous le disais, nous soutenons les initiatives qui sont prises, qu'elles soient culturelles ou associatives ou même en matière de développement durable. Les initiatives prises par les gens sont soutenues dans la mesure de nos possibilités. Donc c'est une ville en fait où il y a un état d'esprit donc particulier qui est issu de l'histoire, hein. C'est pas nous qui l'avons créé, enfin on l'a entretenu, on l'a développé. Mais ça vient de l'histoire, hein. Voilà. Et donc, demain, notre souhait, c'est que cet état d'esprit perdure, malgré, encore une fois, les difficultés. 20 000 habitants, c'est toute petite ville dans l'agglomération parisienne, hein, bien sûr, hein. 20 000 habitants, c'est 1% de Paris, hein. Donc, c'est vraiment tout petit. Mais c'est une ville qui a une personnalité forte. Et nous ferons tout, évidemment, pour qu'elle conserve cette personnalité qui est très attachante. Merci beaucoup Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, et vous vous représentez prochainement au prochain scrutin. Et merci d'avoir accordé cette interview à Fréquence Protestante. Merci à vous. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.